Chers étudiantes et étudiants, nous commençons maintenant la leçon numéro 4, toujours du module mathématiques 2. Cette leçon porte le titre de série entière. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette leçon? D'abord, nous allons définir ce que sont les séries entières, très rapidement. Les séries entières, ça va être un cas très particulier des séries de fonctions. C'est comme on avait vu dans la leçon précédente. Nous allons commencer par le rayon de convergence. Qu'est-ce que ça signifie, le rayon de convergence d'une série entière? Nous allons voir le disque ouvert de convergence, mais cette notion de disque ouvert de convergence est valable dans le cas complexe. Ensuite, nous verrons aussi l'intervalle de convergence dans le cas réel, opération sur les séries entières. Enfin, nous verrons en fait toutes les relations sur la dérivation et intégration d'une série entière. Commençons d'abord par la notion de rayon de convergence. Tout d'abord, rappelons que qu'est-ce que c'est qu'une série entière réelle ou complexe? En fait, c'est un cas très particulier de fonction. Fn est de la forme an z à la puissance n dans le cas complexe ou an tn dans le cas réel, comme on verra. Donc, ici, vous voyez, Fn de z est égal à an, où an est un scalaire, et une suite de scalaires, z à la puissance n. Donc, c'est une forme très particulière des fonctions, des séries de fonctions. Dans le cas réel, vous voyez, au lieu de travailler avec la variable z qui est habituellement faite pour les variables complexes, ici on va prendre t pour variable réelle. Bien sûr, an peut toujours être une suite de scalaires réels, comme dans le premier cas complexe, elle peut être une suite de scalaires complexes. Qu'est-ce que c'est qu'une série entière? C'est une série de fonctions très particulière de la forme antn dans le cas réel, anzn dans le cas complexe. Donc, en fait, cette particularité va donner, disons, une étude très particulière pour ces séries de fonctions qui s'appellent séries entières. Qu'est-ce que c'est que le rayon de convergence? An étant une suite d'éléments de l'ensemble des scalaires, réels ou complexes. L'ensemble des R, vous voyez, les réels R positifs, pour lesquels la suite à indice n, R à la puissance n est bornée, est non vide. Parce que je prends R égale à 0, cette quantité est bien sûr nulle, donc elle est bornée. Donc, qu'est-ce que je considère? Je considère l'ensemble de tous les réels positifs ou nuls, tels que la suite, attention, il ne faut pas confondre, la suite à indice n, R à la puissance n, est bornée. Alors, elle est bornée. C'est un ensemble, je travaille sur l'ensemble des réels qui sont positifs ou nuls, il est non vide. Donc il y a deux cas. Soit cet ensemble-là est majoré, et donc il va admettre une borne supérieure qui est finie, soit cet ensemble-là n'est pas majoré, et dans ce cas-là, sa borne supérieure va être éventuellement plus l'infini. Donc justement, cette borne supérieure, qu'on appelle R indice C, alors, je vais juste rappeler pourquoi on écrit R indice C, pour que l'on se rappelle, rayon de convergence. R indice C, c'est rayon de convergence. Alors, cette borne supérieure de cet ensemble-là est appelée rayon de convergence de la série sigma DAN ZN ou de la série réelle sigma DAN TN. Donc, vous voyez ici, aussi bien dans le cas complexe que dans le cas réel, nous considérons les réels positifs pour lesquels ANZN, où je remplace z ici par petit r, où je remplace ici t par petit r, ANR à la puissance n est borné, l'ensemble est donc non vide. S'il est majoré, la borne supérieure va être un nombre fini. S'il n'est pas majoré, la borne supérieure va être un nombre fini. Donc, rayon de convergence, c'est cette borne supérieure de cet ensemble qui est non vide, réel. Disque ouvert de convergence. Je prends sigma DAN, ZN, une série entière. Nous avons déjà défini son rayon de convergence, qui est un nombre qui peut être nul, qui peut être aussi éventuellement égal à plus l'infini. Donc, il y a tous les cas. Mais c'est un nombre qui est positif ou nul, de toutes les manières.
Si Z0 en module est inférieur à C, alors la série des ANZN est absolument convergente. Ça signifie tout simplement que dans le cas complexe, ici c'est inférieur rayon ici RC, sur le disque ouvert, ça signifie que j'exclus a priori le cercle, donc c'est pour ça que l'on appelle disque ouvert. À l'intérieur de ce disque ouvert, la convergence est absolue. La convergence de la série. Donc en tant que série de fonctions, la série de fonctions est absolument convergente. Donc on sait que AN, ZN en tant que suite va converger vers ici la fonction nulle, et donc elle va être bornée. Rappelez-vous comment on avait défini le rayon de convergence. On avait dit c'était l'ensemble des R positifs tels que ANRN était borné. Donc on remarque ici, dans ce cas-là, à l'intérieur de ce disque, bon ici on cite le disque dans le cas complexe, à l'intérieur de ce disque, nous avons convergence de la suite, vous voyez, vers 0, et en fait, à l'intérieur, nous avons convergence absolue de la série. Alors, si à l'extérieur, vous voyez, à l'extérieur, ça diverge. La seule problématique, vous voyez, c'est le cercle. Question, on ne peut pas se prononcer. À l'intérieur, il y a convergence absolue. À l'extérieur, il y a divergence. Bien sûr, il n'y a pas de notion de divergence absolue. À l'intérieur, convergence absolue de la série. À l'extérieur, divergence de la série. Sur cette frontière-là, on ne peut pas conclure. Et en fait, ici, nous avons pourquoi ça converge et pourquoi ça diverge. C'est très très important. Pourquoi à l'extérieur ça diverge? En fait, ça diverge grossièrement. Vous voyez un petit peu les spécificités de cette notion de série entière, c'est que il y a un disque, à l'intérieur convergence absolue, à l'extérieur ça diverge grossièrement. Alors, ce disque-là, comme je viens de faire le dessin, est appelé disque ouvert de convergence. Vous voyez pourquoi c'est ouvert? Parce que j'exclus la frontière R. Alors, dans le cas réel, nous ne travaillons plus avec un disque, mais nous travaillons avec un intervalle. Nous avons, de la même manière, si je prends, ça c'est R, ça c'est moins RC, ça c'est plus RC. Ici, convergence absolue, diverge grossièrement. Même chose, diverge grossièrement. Donc, c'est une spécificité des séries entières. À l'intérieur du disque convergence, dans le cas complexe, ou de l'intervalle de convergence pour le cas réel, à l'extérieur de ce disque ou de cet intervalle, j'ai une divergence grossière. Règle 2 d'Alembert. Alors maintenant, cette règle-là est très importante parce que, je dirais, dans la plupart des cas, dans 95% des cas, ça nous permettra de trouver le rayon de convergence. Alors pourquoi ce rayon de convergence est très important? Je me donne une série entière, je calcule le rayon de convergence, je sais dès le départ où ça converge absolument, où ça diverge, et puis éventuellement les seuls cas qui restent peut-être à creuser, c'est les frontières, c'est le cercle dans le cas complexe, ou pour ces deux points-là, extrémité de l'intervalle dans le cas réel. Donc, nous supposons quand même que les AN sont non nuls, vous allez voir pourquoi, au moins à partir d'un certain rang. Pourquoi on s'intéresse à partir d'un certain rang? Parce que toujours, comme vous voyez, quand on fait des sommations infinies, quand on fait limite quand n tend vers l'infini, ce qui nous intéresse surtout, c'est pour n assez grand. Donc on suppose que les AN sont non nuls, quitte à ce que ce soit vrai uniquement à partir d'un certain rang, c'est-à-dire je permets que A0 soit égal à 0, A1 égal à 0, A2 égal à 0, mais à partir d'une certaine valeur, ils doivent être tous non nuls.
Et vous voyez pourquoi j'ai besoin que ce soit non nul? Parce que j'ai envie de diviser. Donc, je prends AN plus 1 sur AN, et je prends la valeur absolue dans le cas réel ou le module dans le cas complexe. Ça va être une quantité, un nombre positif. Donc, il y a deux cas. S'il admet une limite finie, bien sûr positive, ou éventuellement ça diverge vers plus l'infini, alors on démontre que le rayon de convergence est égal à 1 sur lambda. Donc, qu'est-ce que c'est que la règle d'Alembert? Toujours, j'ai une série entière, sigma de AN xn. Je m'assure que les AN sont non nuls. Alors, à partir d'un certain rang, je fais le rapport AN plus 1 sur AN. Si maintenant, ça tend vers lambda appartient à R+, ou si ça tend vers plus l'infini éventuellement, RC, dans le premier cas, ça va être 1 sur lambda. Dans le deuxième cas, vous voyez 1 sur plus l'infini, ça va être 0. Donc, c'est la recherche de la limite d'un certain rapport qui va me permettre de donner la valeur lambda qui est soit un nombre positif, soit plus l'infini. Éventuellement, ici, lambda peut être nul. Si lambda est égal à 0, mais en étant positif, rayon de convergence, ça va être 1 sur 0 plus, ça va être égal à plus l'infini. Donc, vous voyez, si lambda égale 0 plus, RC va être égal à plus l'infini. Donc, nous pouvons avoir lambda nul, rayon de convergence infini, lambda infini, 1 sur lambda, lambda plus l'infini, RC va être égal à 0. Et quand on aura à étudier des séries entières, la première chose à faire, c'est de chercher et calculer ce rayon de convergence. Attention, j'ai écrit ici, vous voyez, où on a ici 6 limites. Parce que vous savez que certaines quantités n'ont pas de limite. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être essayer autre méthode. Donc, ce calcul-là, il est valable quand je sais calculer cette limite. Soit un nombre fini, soit éventuellement plus l'infini. Continuité de la somme d'une série entière. Je prends sigma DANZN, une série entière de rayons de convergence RC strictement positive. Alors, je dois dire un petit mot concernant les séries entières qui ont un rayon de convergence nul. Si le rayon de convergence nul, d'après la définition, le disque est ouvert et vide, et la frontière, c'est justement le point, et puis à l'extérieur, ça ne marche pas. Donc, ça ne converge absolument nulle part, sauf peut-être en 0, ce qui est tout à fait évident, parce que 11 est égal à 0, cette notion-là, elle est égale à 0. Donc, dans le cas où le rayon de convergence est nul, c'est une notion qui n'est pas du tout intéressante. Donc, c'est pour ça, vous voyez, qu'on s'intéresse beaucoup plus au cas où le rayon de convergence est strictement positif, éventuellement plus l'infini. Alors, cette série est normalement convergente. Donc, vous voyez, d'un seul coup, nous obtenons le meilleur type de convergence d'une série de fonctions. Donc, vous voyez, à l'intérieur du disque de convergence, surtout compact. C'est-à-dire, dans le cas réel, on va se concentrer uniquement sur le cas réel. Ça, c'est mon intervalle de convergence. Alors, sur tout compact, ici, je prends ici A, je prends ici B, j'ai ici convergence normale. Alors, vous savez, cette convergence normale est très intéressante, parce qu'à l'aide de la convergence normale, j'ai automatiquement la convergence uniforme, je peux donc dériver, je peux donc étudier la continuité, je peux aussi intégrer. Donc, c'est les trois propriétés aux opérations les plus intéressantes, c'est faire de la dérivation, faire de l'intégration, faire de la continuité, et donc, dans ce cas-là, pour les séries entières, c'est garanti sur tous les compacts, pardon, ici j'avais oublié B, sur tous les compacts qui sont inclus dans, évidemment, en point moins RC ou point RC, ça demande une étude un peu plus détaillée, donc c'est des problèmes un peu particuliers. En conséquence, sigma S de Z, qui est la somme de cette série entière, est continue sur tout le disque ouvert. Donc maintenant, puisque ça va être continu sur chacun des intervalles fermés bornés, vous voyez, vous faites tendre A ici, vous faites tendre B ici, donc vous obtiendrez
la continuité sur tout le disque ouvert dans le cas complexe et sur tout l'intervalle ouvert dans le cas réel. Je dis encore, je précise, je pourrais éventuellement avoir la continuité sur une partie ou toute la frontière qui est le cercle dans le cas complexe ou au point moins RC ou point plus RC, éventuellement, je dis éventuellement sur l'un ou les deux ou aucun. Donc, ça, ce sont des problèmes un peu plus particuliers. Opération sur les séries entières. Alors, comme toujours, les opérations que nous voulons bien définir, c'est les opérations de somme, multiplication par un scalaire, et on verra le produit. Vous savez que pour les séries, la notion de produit est une notion qui est tout à fait différente que le produit que nous faisons pour les suites. C'est ce qu'on avait appelé pour les séries numériques, produit de Cauchy. Donc, ce que nous allons voir, les propriétés concernent la sommation, la multiplication par un scalaire et enfin le produit de Cauchy. Je prends deux séries entières AN, ZN et BN, ZN. La première a un rayon de convergence R. La deuxième a un rayon de convergence R', bien sûr RC. Alors, je prends la nouvelle série. Comment j'ai fait pour construire cette série? J'ai remplacé AN ou BN par leur somme. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la somme des deux séries entières. Bien sûr, c'est une nouvelle série entière. Elle va avoir un nouveau rayon de convergence. Quel est ce rayon de convergence? Alors, le rayon de convergence va être plus grand que le minimum entre les deux et va être égal dans le cas où ils sont différents. C'est-à-dire, si Z est inférieur au min de rayon 2 à n, Zn, et min du rayon 2 sigma de Bn, Zn, la convergence va être absolue. Et, quand la convergence est absolue, je sais que la somme de séries de fonctions absolument convergence est absolument convergente. Aussi, on obtiendra aussi la même chose. La somme de séries normales est une série normale, non convergente, pardon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, la multiplication par un scalaire, ça découle automatiquement des propriétés des séries de fonctions, donc on n'a pas besoin d'y revenir. En fait, ce qui vous intéresse ici, c'est le produit de Cauchy de séries entières. Vous voyez ici que nous avons la série entière AN ayant un rayon de convergence R, la série entière Bn ayant un rayon de convergence R'. Je considère la nouvelle série entière, donc vous voyez CnZn, où Cn s'écrit de cette manière. Alors, faites un peu attention, parfois, les séries AN et Bn ne commencent pas toutes par en 0. Dans ce cas-là, comment, pour revenir à cette notation, si maintenant l'on dit sigma de n supérieur ou égal, par exemple, à 2, c'est comme si on avait pris A0 égale à 0, et c'est comme si on avait pris A1 égale à 0. Donc, cette écriture-là restera toujours valable dans le cas où ici, on aura, au lieu de n supérieur à 0, j'ai ici n supérieur ou égal à 1. Au lieu de n supérieur ou égal à 0, j'aurai ici n supérieur ou égal à 2. Auquel cas, A0 est nul, B0 et B1 sont nuls. Donc, j'écrirai toujours C0 égale ici, vous voyez A0, B0, donc ça va être nul, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas être étonné dans le cas où on a des indices de début qui ne sont pas nécessairement nuls. Ça signifie que les autres indices, on peut les considérer comme nuls. Donc, vous voyez, je cherche la nouvelle série entière sigma de CnZn avec Cn écrit de cette manière-là. Bien sûr, ça s'écrit sous forme de AK et de Bn-K. Vous voyez que ce n'est pas le produit classique des séries. C'est un produit qui est tout à fait différent, que l'on a appelé produit de Cauchy. Donc, je répète, j'ai une série entière ANZN de rayon R, une série BNZN de rayon R', je construis une série CNZN où Cn est écrit de cette manière-là. Alors, le rayon de convergence va être supérieur ou égal au min, et nous avons, pour Z inférieur au min des deux, nous avons la somme de la série produit, c'est égal au produit des deux sommes. C'est pour ça que nous avions appelé produit, comme ce n'est pas le produit classique, on avait dit produit de Cauchy. Parce que ça nous permet de dire la somme
du produit de Cauchy de deux séries entières est égal au produit, donc ici tout simplement c'est un produit tout à fait banal, des sommes des deux séries entières. Unicité des coefficients d'une série entière. Vous voyez ici, j'ai sigma DAN Zn, j'ai sigma DBN Zn. Pour la première, j'ai un rayon de convergence R. Pour la seconde, j'ai un rayon de convergence R'. Si la somme qui est bien définie à l'intérieur de l'intervalle de convergence ou du disque de convergence pour la première et la deuxième, si cette somme coïncide dans un voisinage de 0, alors, quel que soit n, n va être égal à Bn. Autrement dit, l'écriture de la série entière est une écriture unique. Les coefficients vont être donnés de manière unique. C'est très important. Conséquence, on va en déduire un certain nombre de conséquences à partir de ceci. Qu'est-ce qu'on va avoir? Si S de Z est la somme de la série entière ANZN, si S est une fonction paire, tous les indices impairs vont être nuls. Donc attention, la somme, si la somme est paire, les termes impairs vont être nuls. Et bien sûr, le contraire, si la somme est paire, les termes impairs vont être tous nuls. Donc on inverse un peu les deux. Donc vous voyez, S, dans le cas réel, bien sûr, attention ici, S de Z pair implique, quel que soit n, A de n plus 1 égale à 0. S de Z impair implique, quel que soit n, A de n égale à 0. Ça signifie que les indices dont la parité, ne diffèrent de la parité de S vont être annulés. Bien sûr, maintenant, si S n'est ni pair ni impair, je n'ai aucune information sur la n. Donc c'est un cas très particulier qui découle en fait de la proposition sur l'unicité. Maintenant, nous passons un petit peu aux opérations de dérivation et d'intégration d'une série entière. Alors, finalement, cette partie-là est très très simple, puisqu'on a déjà vu ça pour les suites de fonctions. Nous avions déjà vu ça aussi pour les séries de fonctions. Les séries entières, c'est des séries de fonctions très particulières. Donc, nous allons voir ceci. Mais tout à l'heure, nous allons illustrer ça de manière plus effective par des exemples. La série sigma de n plus 1 à n plus 1 Zn, n supérieur ou égal à 0, est appelée série dérivée. Bon, je vais dire, tout simplement, vous avez sigma de an Zn pour n supérieur ou égal à 0. Vous savez que le premier terme, le A0, est constant. Essayez de dériver. Donc, dérivation. D'accord? Dériver. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Le premier terme A0 est constant, donc sa dérivée est nulle. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester sigma de n supérieur ou égal à 1 de n à n, c'est à la puissance n-1. Si je fais maintenant un changement d'indice, je change le nouveau indice, c'est n-1. Si n est supérieur à 1, n-1 devient positif. Et le n ici devient n plus 1, et le n ici devient n plus 1. Donc en fait, on obtient tout simplement n supérieur ou égal à 0 de n plus 1 à indice n plus 1, c'est à la puissance n. Donc, si vous voulez, cette écriture et cette écriture, c'est exactement la même. Alors, pourquoi on adopte celle-là? Parce qu'on a envie de nous ramener à 0, tout simplement. Mais sinon, on peut aussi garder cette notation-là sans aucun problème. Donc, cette série est appelée série dérivée. Proposition. Une série entière et sa série dérivée vont avoir le même rayon de convergence. C'est très important. Parfois, passer le AN est très compliqué, mais une fois qu'on a dérivé, on obtient une nouvelle série entière dont la suite AN des scalaires est plus simple, pour laquelle peut-être on peut appliquer facilement d'Alembert. Et dans ce cas-là, je trouverai la série, le rayon de convergence de la série dérivée, et à partir de cette proposition, j'aurais gagné parce que ça coïnciderait exactement avec
le rayon de convergence de la série que je veux. Alors, généralisation, j'ai une série entière avec un rayon de convergence strictement positif. Comme je l'avais déjà précisé, hein, quand le rayon de convergence est égal à 0, ce n'est pas intéressant. Maintenant, je peux, vous voyez un petit peu ce qui se passe, je dérive une fois, je dérive deux fois, je peux dériver trois fois, je peux dériver autant de fois que je veux, et cette écriture-là, c'est tout simplement la série P, IM dérivée. Très important. Donc, nous avions vu que une série et sa série dérivée ont le même rayon de convergence. Si maintenant je prends la dérivée de la dérivée, donc ça va être la deuxième dérivée, j'obtiendrai le même rayon de convergence, et ainsi de suite jusqu'à un certain P. Donc, par opération de dérivation, à n'importe quel ordre, je ne change pas de rayon de convergence. Je peux aussi écrire, si vous voulez, comme tout à l'heure, je peux écrire soit à partir de 0, vous voyez un petit peu, n moins p, n supérieur à p. Si n est supérieur à p, n moins p est positif ou nul. Donc si je considère le nouveau indice, c'est n moins p, c'est comme si j'avais ici n, n plus p, n plus p, et n, supérieur ou égal à 0. Donc c'est juste une notation. Donc on commence par dériver, et puis ensuite, si on a besoin de commencer à partir de 0, on fait un changement d'indice, tout simplement. Alors, vous voyez, sigma de 1 sur n plus 1 à n maintenant, z à la puissance n plus 1, c'est égal aussi, par changement d'indice, 1 sur n à n moins 1, z à la puissance n. Faites très attention, hein, pour cette leçon de série entière, on s'intéresse beaucoup, il y a beaucoup d'indices, parce qu'on dérive, on intègre. Il suffit tout simplement de faire attention. Si j'écris ceci, mais il faudrait faire attention. Vous voyez, n supérieur à 1, donc je vais écrire sous la forme de n plus 1. Si j'écris de la forme n plus 1, vous voyez n plus 1 moins 1, je devrais n. Ici, n plus 1. Donc, le n devient, c'est un décalage, n plus 1, le n moins 1 devient n, et le n devient ici n plus 1. Alors, tout à l'heure, ce que j'avais fait, c'est dériver de terme à terme. Maintenant, je vais intégrer terme à terme. J'ai sigma de an zn. Pour intégrer ça, j'aurai n plus 1 an zn plus 1. Mais alors, dans ce cas-là, j'aurai n supérieur ou égal à 0. Autrement, j'écrirai ça sous forme de supérieur ou égal à 1. Alors, pourquoi on s'intéresse ici à revenir à n égal à supérieur ou égal à 1? Donc ici, c'est an moins 1 sur n, z, n, parce que l'écriture, je dirais, naturelle et classique des séries entières, c'est avec n. C'est comme ça qu'on a envie de... Toujours quand on dérive, on va avoir, par exemple, si on voulait dériver zn, ça devient n moins 1, donc on a envie de la ramener sous forme n. Donc on fait un changement d'indice. Si maintenant on intègre, on obtient du zn plus 1, on a envie de rabaisser pour obtenir... Alors, le résultat très important, c'est que par intégration, le rayon de convergence ne change pas. Mais ceci est tout à fait évident parce que intégrer, c'est l'opération inverse de dériver. Donc, tout simplement, par opération de dérivation, par opération d'intégration, nous ne changeons pas le rayon de convergence. Maintenant, dérivabilité de la somme d'une série entière réelle. Pourquoi nous parlons ici uniquement de série entière réelle? Pour la plus simple raison, c'est que la notion de dérivée, nous l'avions introduite que pour des fonctions de la variable réelle. Ça peut être à valeur complexe, mais la variable est réelle. Donc c'est pour ça, si vous voulez, qu'on revient ici à notre notation à NTN. Donc dans le cas de la dérivabilité, on a besoin de ceci. Je suppose que j'ai un rayon de convergence qui est strictement positif, et que la série entière a pour somme S de t, alors S est dérivable sur l'intérieur de son intervalle de convergence, et la dérivée est obtenue en faisant quoi? Tout simplement en dérivant terme à terme les termes de la série entière. Vous voyez ici, c'est l'écriture normale.
Hein, comme on avait fait tout à l'heure, on avait an, tn, la dérivée c'est n, an, tn moins 1. Je fais très attention, je ne commence pas à partir de 0, parce que si je commence à partir de 0, j'aurai ici quelque chose de négatif. Donc en fait, je fais attention, je commence par A0, dont la dérivée est nulle, donc l'écriture c'est n égale à 1. Si j'ai besoin d'écrire ça sous forme de tn, je vais prendre maintenant ce changement d'indice. Alors, cette généralisation est tout simplement, si je sais dériver une fois, la série dérivée a le même rayon de convergence, je lui applique le même résultat, donc la dérivée elle-même est dérivable, et vous voyez en fait par itération, on obtiendra une fonction qui est de classe C infini sur l'intervalle. C'est ça qui fait un petit peu la particularité des séries entières. Une série entière, dès qu'elle a un rayon de convergence strictement positif, a une somme qui est automatiquement une fonction de classe C infini. J'écris maintenant les écritures des dérivées. Vous voyez, ça c'est la dérivée PIM. Je peux l'écrire de cette manière-là, je peux concentrer ça de cette manière, et ensuite, conséquence, c'est en fait, on applique si vous voulez, vous avez une fonction, et vous dites, je cherche ça, développement de Taylor-Young. Le AN ne peut être ni plus ni moins que cette quantité-là. Donc, vous voyez un petit peu. Alors, maintenant, on va passer à quelques exemples de calcul de rayon de convergence. Je vais prendre une série. Alors, ces exemples-là vont paraître un peu difficiles, mais en fait, ils ne vont pas du tout difficiles. Je prends sigma de n au carré plus n sur 2 à la puissance n plus n factoriel z à la puissance n. Je cherche à trouver le rayon de convergence. Alors, est-ce que je vais faire d'Alembert? Si j'essaie de faire d'Alembert d'un seul coup, ça va être assez compliqué. Donc, qu'est-ce que je vais faire au départ? Je vais dire, cette quantité-là, qui est AN va être équivalente à quoi? Le numérateur est un polynôme. Donc, je sais que pour les polynômes, en plus l'infini, il faut prendre les termes de plus haut degré. Donc, vous avez ici n au carré. Le dénominateur, vous avez une puissance, une exponentielle ici, et un n factoriel. Vous vous rappelez que on avait déjà vu ça pour les suites, les factoriels l'emportent sur les exponentiels. Donc j'aurai équivalent ici à n factoriel. Donc j'obtiens en fait une nouvelle série entière qui est n au carré sur n factoriel, n supérieur ou égal à 0, zn. Je sais maintenant que, puisqu'elles sont équivalentes, elles vont avoir le même rayon de convergence. Maintenant, cette quantité-là se prête mieux au calcul avec d'Alembert. J'aurai quoi? Le Bn plus 1 sur Bn va être égal exactement à, bon ici tout est positif, n plus 1 au carré sur n plus 1 factoriel. J'aurai ici, je divise par n au carré, n factoriel. Vous remarquez que n factoriel, n plus 1 factoriel, vous aurez n plus 1, n au carré et n plus 1 au carré. Cette quantité va tendre vers quoi? Ici, c'est en n au carré, ici, c'est en n au cube, donc tend vers 0. Le rayon de convergence va être égal à, donc, à plus l'infini, par la règle d'Alembert. On peut faire aussi, par exemple, je vous laisse voir n au carré moins 1 sur n au carré plus n plus 2, zn. Une application directe du d'Alembert va donner un rayon de convergence égal à 1. En fait, nous pouvons démontrer un certain résultat. Si n est une fraction rationnelle en n, le rayon de convergence est automatiquement égal à 1. Si maintenant, je vais prendre un exemple un peu plus élaboré. Je prends sinus n sur n au carré plus 1, zn, pour n positif ou nul. Alors, je ne peux plus faire d'Alembert parce que sinus n plus 1, sinus n, donc déjà, vous voyez, je ne peux plus avoir les mêmes calculs, si vous voulez, que d'Alembert. Bon, première étape, faisons comme tout à l'heure, sinus n sur
n au carré plus 1 est équivalent à sinus n sur n au carré. Ah, sinus n au carré, c'est plus intéressant pour D'Alembert. D'accord? Mais sinus n ici n'est pas intéressant. Le fait de faire cet équivalent, je garderai toujours le même rayon de convergence. Ce n'est plus la même série entière, mais ce n'est plus le même rayon de convergence. Alors, essayons de dériver terme à terme. Si je dérive terme à terme, j'obtiendrai ici un n, donc j'aurai un n carré qui disparaît. C'est intéressant. Donc, par dérivation, j'aurai sigma de n supérieur ou égal à 1 de sinus n sur n, c'est de la puissance n moins 1. Il y a encore le n qui me gêne. Par déplacement, je vais dire encore le n, si je fais un déplacement ici, le n moins 1 qui devient n, donc ici j'aurai n plus 1, donc j'aurai ici n plus 1, c'est comme si encore j'ai n. Donc ça c'est égal à sigma de n supérieur ou égal à 0 de sinus n plus 1 sur n plus 1, z à la puissance n. Je vais encore dire que sinus n plus 1 sur n plus 1 est lui-même équivalent à sinus n plus 1 sur n. Donc, je suis passé à une autre série entière par équivalence. Vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait un équivalent. Je me suis ramené à une série entière nouvelle que j'ai dérivée. C'était un peu plus compliqué. J'ai encore fait un équivalent et vous voyez, je prends maintenant sinus n plus 1 sur n zn par dérivation. Et vous voyez, en fait, c'est ça ce qui est intéressant. J'obtiens sigma des sinus n plus 1 z à la puissance n moins 1. Alors, il est très simple de voir que celle-là, par définition, son rayon de convergence, c'est égal à 1. Donc, le rayon de convergence de celle-là est égal à 1. Le rayon de convergence de celle-là va être égal à 1. Le rayon de convergence de celle-là va être égal à 1. Le rayon de convergence de celle-là va être égal à 1. Et donc, par ricochet, en revenant en arrière, on obtient, si vous voulez, un rayon de convergence qui est égal à 1. Si vous voulez, on peut aussi voir que dans ce cas-là, par cette succession de passages, ça nous permet toujours la conservation du rayon de convergence. Mais attention, ce qui est très important ici, et je dirais malheureusement, ces méthodes de travailler, bien sûr, permettent de trouver le rayon de convergence, mais nous n'avons aucune relation sur les sommes. C'est-à-dire, si vous avez AN qui est équivalent à BN, donc vous aurez pour sigma des AN, Zn et sigma des BN, Zn, même rayon. Mais somme, cette opération d'équivalence ne permet en aucun cas d'avoir une information sur les sommations respectives un petit peu de ces éléments. Donc, enfin, des mêmes manières, nous obtenons aussi l'intégration des séries entières de la même manière que nous avions fait pour les séries de fonctions, simplement en remplaçant fn de t par antn. Et comme on l'avait déjà dit, l'intégrale ici, par intégration, le rayon de convergence ne change pas. Donc, ceci, c'est la série des intégrés terme à terme, et nous avons l'intégrale de la somme égale à la somme de l'intégrale. Ainsi, nous avons terminé cette leçon sur les séries entières. Pour plus